Une glace au chocolat? 2000 pesos. Tu veux autre chose? Elle est à quelques heures de sa nouvelle vie. Yuri a 32 ans. Elle gère avec sa mère cette petite supérette, typique de Bogota. En bonne commerçante, elle est affable avec tout le monde. Mais derrière son sourire se cache un malaise. La jeune femme est complexée, elle n'aime plus son corps. 2900 pesos. Yuri a 2 filles de 3 et 10 ans. À chacune de ses grossesses, elle a pris du poids. Pour retrouver le corps de ses 20 ans, elle va faire comme beaucoup de Colombiennes. Demain, elle va se faire opérer. Une augmentation mammaire et une lipectomie, comme une liposuction mais en plus important, pour enlever la graisse du ventre. Ici, c'est bien vu. En fait, c'est vu comme une nécessité. Regardez par exemple ici dans le quartier. Juste autour de la boutique, je connais 4 femmes qui se sont fait opérer. C'est juste quelque chose de normal. C'est tellement normal que ça se partage en famille. Yuri va passer sa dernière soirée avant l'opération chez sa belle-mère, avec ses filles et son mari, Jaime. Bonsoir. Comment ça va? Les 2 belles-sœurs, les beaux-frères, les enfants. Tout le monde s'est réuni pour célébrer l'événement. Tu dois être nerveuse pour demain, hein? Oui. Moi aussi, je veux en faire une de lipectomie. Mais pas avant décembre. J'attends de voir si tu as mal, comment tu supportes la douleur. C'est toi en premier. Gros seins, fesses très rebondies. Au pays du sculpteur Botero, ce qui plaît, ce ne sont pas les silhouettes filiformes, mais les femmes aux courbes plantureuses. Et si la nature n'a pas été assez généreuse, on a recours au bistouri. Dans un pays où le salaire moyen est de 500 €, certains n'hésitent pas à casser les prix pour séduire une clientèle de plus en plus large. Ces dernières années, des dizaines de salons de beauté ont ouvert leurs portes pour proposer des opérations de chirurgie esthétique illégales. Et même dans les vraies cliniques, des actes sont pratiqués par des faux médecins. Une chirurgie low cost, aux conséquences terribles, pour des centaines de patientes. Diana fait partie de celles qui souffrent encore. C'était le 13 février 2014. Diana a alors 30 ans. Elle a rendez-vous dans cette clinique pour une liposuction et une augmentation mammaire. À l'intérieur, elle rencontre cet homme. Il s'appelle Ricardo Urrasan. Il ne travaille pas ici, il a loué le bloc opératoire pour la journée. Pour son opération, Diana paye 1700 €. Une fortune pour elle. Il m'a mise en confiance. Je lui ai dit que pour moi, c'était un rêve, que j'avais fait un grand effort pour récolter l'argent. Il m'a dit « Ne vous inquiétez pas, vous êtes entre de bonnes mains ». Il se présentait comme quelqu'un de croyant, un chrétien. Elle tombe en dépression et perd son travail. Ces marques physiques, ces cicatrices que je voyais tous les jours, je voulais les cacher. Je voulais que personne ne me regarde, même dans l'intimité avec mon mari. Mais il y avait aussi des marques psychologiques. Je m'en voulais d'avoir fait ça. Aujourd'hui, je suis toujours en train de cacher mon corps. Mon mari n'ose pas me toucher trop fort parce que certaines zones me font encore mal. Merci. Quelques semaines après l'opération, Diana découvre que son bourreau a menti sur ses compétences. Il n'est pas chirurgien plastique. Pire, il aurait mutilé près de 30 autres femmes. Salut ma copine, comment ça va? Très bien. Entre. Parmi elles, Lorena, 29 ans.
Et toi, tu en es où avec tes cicatrices? Je vais essayer de les faire disparaître, mais pour le moment, je n'ai pas l'argent. Je vais devoir attendre. Lorena est en couple depuis 5 ans. Elle a une fille de 11 ans. Elle a été opérée par Ricardo Urrasan pour une lipectomie et une augmentation mammaire. Elle aussi a été charcutée. Ce sein a commencé à tomber. Du coup, celui-là était en haut et l'autre en bas. Ensuite, j'ai eu comme une plaie. Et la plaie s'est ouverte et elle a commencé à pourrir de l'intérieur. Les seins, mais aussi le ventre. Après l'opération du faux chirurgien, une partie de sa peau s'est nécrosée. Un début de gangrène qui aurait été causé par des instruments mal stérilisés et un acte chirurgical bâclé. Lorena a voulu porter plainte. Elle est allée voir le procureur avec 2 autres victimes, mais elle s'est heurtée au système judiciaire colombien totalement déficient. On a dit qu'on voulait déposer plainte contre ce chirurgien plastique. Et le gars nous a dit pourquoi. Pour homicide, pour tentative d'homicide, pour les dommages et intérêts, pour des lésions. On a dit qu'on ne savait pas, on voulait que quelqu'un nous assiste parce qu'on ne savait pas. On est resté un jour complet et on n'a pas pu porter plainte. Je le déteste. J'aimerais le tuer. Sur les 30 victimes de Ricardo Urrasan, une seule a pu le traduire en justice. Cela fait 1 an et l'enquête est toujours en cours. Conséquence incroyable, l'homme continue d'opérer. Il a accepté de nous rencontrer pour répondre aux accusations des victimes. Il a même souhaité nous montrer sa nouvelle clinique. Ricardo Urrasan à l'appareil. Vous êtes Marcella? Il faudra un test de coagulation. L'homme se décrit lui-même comme le Usain Bolt de la chirurgie esthétique. Une rapidité qui lui permet de pratiquer des prix 3 fois inférieurs à ceux de ses collègues. Venez, je vais vous montrer les blocs. Dans cette clinique, il y a 2 salles d'opération. Elles sont toutes équipées. Les tables d'opération, les lampes de chirurgie. Selon lui, toutes les infrastructures sont conformes aux normes d'hygiène et de sécurité. Ricardo Urrasan est bien médecin, mais il n'a jamais passé la spécialisation de chirurgie esthétique. En Colombie, c'est 5 années d'études supplémentaires pour pouvoir pratiquer cette discipline. Il dit s'être spécialisé à l'étranger. En Colombie, il y a des quotas pour devenir spécialiste. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc, il faut aller dans d'autres pays. Je n'ai pas pu aller au Brésil parce que cela coûtait trop cher. Donc, je suis allé en Bolivie. C'était moins cher. Il serait donc diplômé d'une université bolivienne. Pourtant, quelques minutes plus tard, il parle cette fois d'un diplôme argentin. Donc vous êtes diplômé de quelle université? De l'Institut esthétique de Buenos Aires. Et vous y avez passé combien de temps? J'y étais exactement de 2004. Non, de 2002 à 2006. Sur le mur, Ricardo Urrasan a accroché plusieurs certificats de participation à des colloques, mais pas de diplômes officiels. Quand nous lui demandons s'il peut nous montrer ces documents, il prétend qu'il ne les a plus. Les autorités n'ont jamais vérifié ses qualifications. Et malgré les 30 femmes, il estime n'avoir rien à se reprocher. C'est simple. Pour n'importe quel chirurgien dans le monde, vous prenez 100 patientes opérées, il y aura au minimum 10% de complications. Des problèmes de cicatrisation, d'anémie, d'infection. Ça fait partie du travail. En fait, les complications graves concernent en temps normal 1 à 2% seulement des patientes. En Colombie, il y a encore moins cher et encore plus dangereux que Ricardo Urrasan. Une chirurgie esthétique pratiquée par des gens qui n'ont rien à voir avec la médecine. Ça se passe souvent dans les arrière-salles des salons de coiffure ou des centres esthétiques, en toute illégalité. L'opération à la mode depuis quelques années, c'est l'augmentation des fesses. En 2 coups de fil, on peut être mis en contact avec quelqu'un qui la propose. En caméra cachée ce jour-là, nous allons voir Juan. Bonjour. Il est coiffeur et selon nos informations, il propose cette opération à plusieurs femmes tous les mois. Une journaliste colombienne qui nous accompagne se fait passer pour une cliente potentielle. Est-ce que je peux regarder tes fesses?
L'opération consiste à injecter de la graisse dans les fesses pour augmenter leur volume. Toi, il va te falloir 50 millilitres dans chaque fesse pour avoir un cul divin. Après, je te fais des massages, je t'injecte le liquide. Et ensuite, je le moule pour que tout tienne bien. Avec des massages, tu peux faire bouger le liquide à l'intérieur? Oui, c'est comme de la pâte à modeler. Juan n'a pas le produit avec lui, il est en rupture de stock. Dans le meilleur des cas, c'est de l'huile naturelle comme l'huile de tournesol, mais cela peut être de l'huile de vidange, encore moins chère. Et l'aiguille, elle est comment? Elle est normale. T'inquiète pas, je sais faire ça très bien. Regarde, c'est ça l'aiguille. Ah, je pensais qu'elle serait plus grosse. Elle est assez petite. Tu vas m'endormir pour ça? Je vais pas avoir mal? Non, t'inquiète pas, je connais tout le processus. Je vais te faire le processus normal. Je veux surtout que tu sois détendu. Tu n'es pas diabétique, non? Rien? Bon, très bien, heureusement. C'est un bon point pour toi. L'opération dure 1 heure. Elle ne se fait pas dans le salon. Juan et son ami, lui aussi coiffeur, la proposent pour 1 million de pesos, 300 €. 3 fois moins cher que dans une clinique. Après, soit on le fait chez toi, soit on va chez moi. Sinon, on peut aller chez lui, on s'en fiche. Mais pas ici. Parce que j'ai pas de lit ici et il faut un lit. Ça se fait coucher. On achète des draps blancs, on met des gants, on fait en sorte que tout se passe bien. Tout est 100% garanti. À la fin de l'entretien, nous faisons semblant de prendre rendez-vous pour la semaine suivante. Contrairement à ce que garantit Juan, l'opération est très dangereuse. À 500 km de là, Medellín, la ville des cartels de la drogue, là où sévissait Pablo Escobar. Là aussi où les femmes sont les plus touchées par ce type d'opération. Au moment de notre tournage, 5 patientes venaient d'en mourir, en seulement 2 mois. La dernière en date venait de Caldas, une banlieue pauvre de la ville. Elle s'appelait Jimena, elle avait 21 ans. C'était la fille cadette de Doris. C'était la chambre de Jimena. Au moment où elle est partie, je n'ai rien voulu changer. Une chambre de petite fille, où Jimena avait gardé ses peluches et jouets d'enfants. Longtemps immature, la jeune fille s'était transformée récemment. Elle avait quitté la maison familiale, s'était installée avec une amie. Et pour se sentir plus femme, elle avait voulu se faire opérer. Elle ne se rendait pas compte de la beauté qu'on lui avait donnée. Quand elle m'a dit qu'elle voulait se faire une chirurgie esthétique, moi je lui ai répondu « Regarde-toi dans un miroir et regarde la création si belle que Dieu a faite. » Elle était tellement belle. Jimena a été opérée par 7 hommes dans son salon de beauté pour 600 €. Il s'appelle Rafael Nieto. Lui non plus n'est pas médecin, mais cuisinier. Il lui a injecté de la graisse dans les fesses, il a touché une artère, le produit est remonté jusqu'au poumon. L'agonie de la jeune fille a duré 1 semaine. Chaque jour, elle a laissé des messages aux faux médecins. Sa mère les a retrouvés après sa mort dans la mémoire de son téléphone. Docteur, est-ce que c'est normal que je me sente aussi asphyxiée? Je n'arrive pas à me lever. Bonjour jeune fille, comment ça va? De temps en temps, Rafael Nieto lui répond. Le plus important, c'est d'être à un rythme tranquille et de bien respirer. C'est normal de te sentir essoufflé. Bonjour docteur, j'ai pris ma douche et j'ai toussé du sang. Est-ce que c'est normal? Tu dois attendre que ton corps se fasse au produit. Ça va s'améliorer. J'ai besoin que tu viennes. Je me sens vraiment pas bien. J'ai besoin d'une solution. Il faut que tu viennes. Après ce dernier message, la jeune fille appellera les secours et sera transportée à l'hôpital. Jimena, qui passait tout son temps libre à s'occuper de son petit-neveu,
mourra 3 jours plus tard. À l'hôpital, ses dernières paroles ont été de prendre soin de son petit-neveu. Sa sœur lui a dit de ne pas s'en aller tout de suite parce que son fils avait besoin d'elle. Jimena criait désespérée, « Mon petit, mon petit !» Je sais que Jimena est partie très triste. Doris, la mère, et Teresa, la tante de Jimena, ont voulu transmettre les conversations téléphoniques à la justice. Quand elles sont allées déposer plainte, le procureur leur a conseillé de négocier avec l'avocat du cuisinier. Elles ont refusé. Doris ne le sait pas, mais selon nos informations, le cuisinier continue d'opérer. Il a ouvert un autre salon dans cette rue, à 3 km du précédent. La devanture est très discrète, l'établissement s'appelle Spa Fresh. Rafael Nieto y exerce toujours, en toute impunité. Car à Medellín, s'attaquer aux dérives du bistouri low cost est étonnamment aussi dangereux que combattre les cartels. Bonjour Pastor, ça va? Un homme se bat pourtant, au péril de sa vie. Bernardo Guerra est sénateur et conseiller municipal de Medellín. Bonjour Rodriguez. Quand il se déplace, c'est en voiture blindée et constamment escorté par 4 policiers en armes. D'autres agents surveillent aussi sa femme, ses enfants, ses parents. C'est la personne la plus protégée de la ville. Bernardo est un ancien médecin qui s'est lancé en politique il y a 20 ans. Depuis, il ne cesse de dénoncer la corruption, particulièrement dans le domaine de la santé, en risquant sa vie. On a plusieurs fois essayé de me tuer. On m'a tué, on m'a attaqué. La dernière fois, c'était il y a 3 ans, dans ma maison de campagne, où un homme m'a posé dans le dos. Dans sa ville, Bernardo connaît tous les salons de beauté qui pratiquent des opérations illégales. Il les appelle des cliniques de garage. Il y a 2 mois, une patiente est morte ici. Elle avait 27 ans. Là, il y a 3 étrangères qui sont mortes. C'était là. Quand il y a un décès, en général, les services sanitaires font une enquête et ferment l'établissement. Mais ça ne sert à rien. Les mafias changent le nom de la clinique, celui du propriétaire, la vitrine, le décor. Et c'est reparti. Pour éviter les contrôles inopinés, les salons de beauté ont même leurs guetteurs. Là, il y a un gars qui est en train de surveiller. Il regarde si la police arrive. Et si quelqu'un vient, il prévient et ils peuvent tout cacher, dans les faux plafonds, dans les toilettes, même s'ils sont en train d'opérer. Ces cliniques clandestines sont apparues il y a 10 ans. Depuis, dans son bureau de l'hôtel de ville, Bernardo accumule les dossiers, les témoignages, les photos, comme autant de preuves contre les charlatans qu'il traque. Mais comme beaucoup de commerces ici, ces salons de beauté sont reliés au cartel de la qui corrompent les milieux politiques et judiciaires. Je demande aux autorités qu'elles m'informent sur les opérations clandestines. Et c'est lamentable, mais le procureur ne fait rien pour défendre les victimes. Parce que les fonctionnaires corrompus ont intérêt à ce que ce business illégal continue. Donc ici, on peut opérer une fille, la faire mourir, et rien ne se passe. Ici, rien ne se passe. Depuis 10 ans, il ne s'est rien passé. Personne n'a été condamné. Pour son opération, Yuri, la commerçante, a préféré choisir la sécurité, en payant 2 fois plus cher. Vous pouvez aller là-bas, on va vous appeler. La lipectomie et l'augmentation mammaire lui coûtent 2 500 €, l'équivalent de 3 mois de salaire. T'as vu, je suis sexy. Ah oui, c'est sûr. Pour payer, la famille se privera de vacances pendant 2 ans. Ici, je suis confiant, parce que l'endroit est connu. Les médecins sont connus, je leur fais confiance. Si ça avait été dans d'autres circonstances, je pense que de mon côté, j'aurais refusé qu'elle se fasse opérer.
Allez, on se voit dans pas longtemps. Je quitte pas l'hôpital, je suis à côté. La commerçante va être opérée par le docteur Jorge Cantini. Alors Yuri, comment ça va? Vous êtes prête pour la chirurgie? Un chirurgien réputé, qui lui a bien tous ses diplômes, et qui exerce dans un bloc opératoire totalement stérile. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. L'opération va durer 6 heures. Bistouri? Pour Yuri, tout s'est bien passé. Le lendemain de l'opération, le docteur Cantini et ses assistants vont prendre des nouvelles de la commerçante. Vous avez essayé de vous lever? Non, pas encore. Bon, c'est très bien. En faisant le choix de la sécurité, Yuri s'en sort bien. En Colombie, le nombre de décès dus à la chirurgie esthétique illégale augmente chaque année depuis 10 ans. À quelques centaines de mètres de la frontière américaine, côté mexicain, nous sommes conduits dans une planque du cartel de Juarez. J'espère qu'il va me répondre. Ce trafiquant de 25 ans commande une cellule spécialisée dans le passage de drogue aux États-Unis. Nous l'appellerons Marco. C'est le mec qui doit m'apporter la marchandise. Et une arme dont on aura besoin un peu plus tard. Pour communiquer, il utilise plusieurs téléphones et parle en langage codé. Allô? Je vais passer dans pas longtemps. J'attends plus que le 16. Je me mets en route. Ok, à tout à l'heure. C'est bon, ils vont m'apporter le 16. Et c'est quoi le 16? C'est un code qu'on utilise pour désigner la drogue. Aujourd'hui, c'est de la cocaïne. L'idée, c'est d'aller jusqu'à Chicago, passer la frontière, livrer. Ensuite, je mets l'argent dans la voiture et je reviens avec jusqu'ici. Marco est rémunéré 10 000 $ par mois par le cartel, qu'il a choisi car il peut entrer légalement aux États-Unis grâce à sa double nationalité, mexicaine et américaine. Amenez le sac. La cocaïne est apportée ici depuis un entrepôt secret, au dernier moment. Ça, c'est le matos qu'on va passer. Ici, ça vaut 3 000 $ le paquet. Et chaque paquet pèse 350 grammes. Aux États-Unis, ils valent 10 000 $, chacun. Là, aujourd'hui, j'ai 15 paquets à passer. Ça fait à peu près 5,5 kg. Ça fait 150 000 $. C'est une grosse somme d'argent. La cam, on la planque ici, tout simplement. Une fois que tout est remis en place, on ne voit plus rien. On n'a pas besoin de trop planquer la cam. On a un complice qui va nous faire passer. Il sait très bien ce qu'on transporte. Et qui est cette personne qui vous aide? C'est un douanier américain. C'est lui qui va me donner le signal quand je vais arriver au poste frontière. Quand il prend son service, il m'indique l'heure de passage. Si jamais il y a un problème, il me prévient. Je m'arrête et je fais demi-tour. Je ne peux pas risquer de perdre la marchandise. Elle vaut plus que ma vie. Marco prétend que le cartel corrompt des douaniers américains pour passer la drogue à la frontière. Nous ne serons pas autorisés à filmer le passage de cette voiture. Les trafiquants craignent que notre caméra attire l'attention d'autres douaniers. Les 5 kilos de cocaïne seraient passés sans encombre, en plein jour,
par l'un des 4 ponts qui relient Ciudad Juárez à El Paso, au Texas. Selon le trafiquant, le douanier complice lui aurait indiqué une heure précise pour éviter les rondes de la brigade canine. Il l'aurait ensuite guidé jusqu'à sa guérite, visé les passeports et laissé passer la voiture sans la fouiller. L'immense agglomération de Juárez est la principale porte d'entrée de la drogue aux États-Unis. La démarcation entre les deux pays, c'est le fleuve Rio Grande. Côté américain, un premier grillage, suivi d'un mur de 8 mètres de haut. Dans ce no man's land, truffé de caméras et de capteurs de mouvement, seuls les douaniers de la Border Patrol peuvent circuler pour arrêter trafiquants et clandestins. Pour la première fois, le cartel de Juárez a accepté qu'une caméra montre comment il se joue de cette frontière parmi les plus surveillées au monde. C'est l'un des chefs de l'organisation qui nous a ouvert les portes. Un prisonnier de ce centre pénitentiaire d'État qui purge ici une peine de 50 ans de prison pour le meurtre d'un policier. Ça te plaît ici pour l'interview? Regarde avec les grilles derrière, c'est bien, non? Le prisonnier semble ici très à l'aise. Il a même des codétenus à son service. Ici, c'est bien? Dans la cour de la prison, un gardien nous surveille à distance, sans écouter notre conversation, pour le moins surprenante. Pourquoi avez-vous accepté de nous laisser filmer les opérations de votre cellule du cartel de Juárez? Pour être reconnu. Simplement pour qu'on nous connaisse. Moi, j'ai plus rien à perdre. Et on a tous un orgueil. C'est pour être connu par la société, par le monde entier. J'ai plus de 70 personnes qui distribuent la cam pour moi. Et j'ai toute la main-d'œuvre qu'il faut pour gérer mes affaires. Je ne peux pas te dire comment je commande depuis ici, précisément. Simplement, je fais savoir à mes hommes ce qu'il y a à faire. Et eux savent très bien comment faire passer la drogue aux États-Unis. Se jouer de la frontière et tout ça. Moi, j'adore ça. Ça me motive, ce job. Tu vois ce que je veux dire? Je fais 150 000 $ par semaine. Imagine par mois. Ça fait plus de 600 000 $. C'est de l'argent facile. Le cartel de Juárez serait dirigé par 12 chefs mafieux. Presque tous sont en détention, mais depuis leur prison, ils contrôleraient un territoire et des cellules de narcotrafiquants. Pendant 2 semaines, nous allons suivre l'une d'entre elles. Ce jour-là, nous sommes escortés en périphérie de la ville, tout près du mur. Ferme bien ton sac. Dans ce sac à dos, une cargaison de drogue que cet homme doit passer le soir même aux États-Unis. S'il se fait prendre, il risque 20 ans de prison. Là, il y a 2 kilos de cocaïne. Et là, 500 grammes d'héroïne. Valeur au prix de gros, 45 000 $. Moi, je gagne entre 300 et 500 $ par passage. Les passeurs, c'est le bas de l'échelle. Ils sont pilotés par des lieutenants du cartel. Ce sont nos chefs qui nous donnent le feu vert pour passer à l'action. Tant qu'on n'a pas reçu le signal, on ne bouge pas. Ce jour-là, le lieutenant, c'est Daniela. Elle répercute les ordres du chef que nous avons rencontré en prison.
Je leur ai dit qu'on allait attendre avec eux. Faut pas rester ici. On part du côté du pont. Le passeur circule toujours à moto pour pouvoir prendre la fuite avec la drogue à tout moment en cas d'arrivée des forces de l'ordre mexicaines. Le passage doit s'effectuer à la nuit tombée à proximité du centre-ville, sur les rives du Rio Grande. Bon, je t'explique. Tout va se passer ici dans très peu de temps. Allez, dépêchez-vous, allez-y. L'opération va prendre plus d'1 heure. Le passeur traverse accompagné d'un acolyte qui va l'aider à franchir le premier grillage. En traversant le fleuve, ils pénètrent illégalement en territoire américain. Ils peuvent donc être interpellés à tout moment. Mais Daniela et ses 2 comparses auraient en fait un rendez-vous. Essaye de voir si tu reconnais le douanier de la dernière fois. Qu'est-ce que tu dis? Normalement, c'est le même douanier que la dernière fois. On le connaît. C'est un petit gars avec les cheveux en pétard. Soyez attentifs, ils vont passer là. Daniela prétend qu'un agent de la Border Patrol les attend à moins de 150 mètres. C'est les douaniers qui récupèrent la marchandise? Oui, parce qu'on les paye pour ça. Et vous les payez combien? 5 000 $ par semaine chacun. Et donc là, ils seraient à 150 mètres, c'est ça? Mais moins que ça. Regardez, on les voit d'ici. On va s'approcher pour que vous puissiez les voir. Regardez, la Border Patrol est juste là. Dans leur voiture, ils ont accès à toutes les vidéosurveillances. Ils savent très bien où on est. Quand il y a des migrants qui essayent de rentrer, immédiatement, ils débarquent avec des hélicoptères et tout ça. Nous nous sommes déplacés pour filmer discrètement cette voiture au téléobjectif. Selon Daniela, cet agent de la Border Patrol est censé récupérer la drogue. Et visiblement, il observe les trafiquants aux jumelles. Ce que tu vois là, ça vaut tous les discours. On est là depuis un certain temps et personne ne vient nous arrêter. Ni la police mexicaine, ni la douane. Selon Daniela, le chef du cartel organiserait ces trafics en fonction des heures de service des douaniers américains de mèche. Daniela lui rapporte les détails de l'opération. Ils ne sont pas arrivés pour la marchandise. Quelques minutes plus tard, une fourgonnette de la Border Patrol passe sans s'arrêter. C'est le signal, selon Daniela. Ils font toujours le même tour. D'abord, ils passent pour voir que tout va bien et donnent le feu vert. C'est à ce moment-là que l'autre voiture va venir pour qu'il n'y ait pas de problème. C'est une autre voiture qui vient chercher la marchandise? Oui, la voiture qui va prendre la cam. Il est temps pour les 2 passeurs d'escalader le grillage. Ils sont à découvert et Daniela n'est pas très discrète. Allez, aide-le à monter! Vite, vite! Mais bon sang, aide-le à monter! Mais c'est pas comme ça qu'on fait! Difficile d'imaginer que 150 mètres plus loin, le douanier n'a toujours rien vu. Les 2 kilos de cocaïne et les 500 grammes d'héroïne sont passés. Allez, on y va. Les 2 passeurs retraversent tranquillement. Nous filmons dissimulés dans notre voiture et le douanier s'est rapproché. Donc c'est bien cette voiture qui va récupérer la marchandise? Oui. On a terminé le boulot, nous. Je vais leur indiquer que c'est bon et on va devoir y aller.
Parce qu'ils vous ont vu et ils ne veulent pas s'approcher. Daniela donne le signal et nous ordonne de partir. On nous expliquera le lendemain que ce douanier aurait bien récupéré la drogue avant de la remettre à un trafiquant d'El Paso. Un mode opératoire parfaitement connu des autorités américaines. Les affaires de narco-douaniers font régulièrement la une des journaux télévisés. L'agent de la Border Patrol, Joel Luna, a été condamné à 20 ans de prison. L'affaire Joel Luna est l'une des plus emblématiques. Cet officier de la Border Patrol a reconnu avoir passé de la drogue pendant 6 ans pour le compte des cartels mexicains. Lors de la perquisition à son domicile, les enquêteurs découvrent 90 000 $, 1 kilo de cocaïne, de l'héroïne et des armes. Le cas Joel Luna est loin d'être isolé. Un douanier américain est arrêté chaque mois pour des faits de corruption. Dans ce document, publié par une ONG, tous les cas de corruption dans la Border Patrol depuis 2004. 210 affaires au total. Trafic de marijuana, cocaïne, méthamphétamine. Du simple garde-frontière aux officiers superviseurs. La Border Patrol est l'agence fédérale la plus corrompue du pays. Et malgré nos demandes répétées, son service de presse n'a pas souhaité répondre à nos questions. Côté mexicain, le cartel de Juarez aurait acheté des dizaines de policiers municipaux pour garantir son impunité. Mais même avec la complicité des forces de l'ordre locales, les passages de drogue peuvent très mal tourner et nous allons en faire l'expérience. Ce soir-là, un chef de cellule nous conduit chez une de ses complices. El Flaco, comme on le surnomme, doit faire passer une grosse cargaison, 30 kilos au total. Il nous présente un petit échantillon. C'est de la cocaïne. C'est déjà pesé, mais je teste toujours le matos pour être sûr de la qualité. Et ça, c'est du cristal. Ça se fume avec une pipe. Le cristal, une drogue de synthèse qui fait des ravages aux États-Unis. Il y a aussi de l'héroïne. Le reste de la cargaison sera acheminé à la frontière à la dernière minute. Bon, on y va maintenant. On va à la frontière et on va attendre le feu vert pour passer la marchandise de l'autre côté. Allez, on y va. À nouveau, nous sommes conduits sur les rives du Rio Grande, au même endroit que la dernière fois. El Flaco rejoint 3 complices. Bon, ça va? Tout est calme? Oui, c'est bon. Pour rejoindre la frontière, ils prennent tout simplement l'autoroute à contresens. Puis traversent le terre-plein central, en toute décontraction. Attends, il y en a une qui va passer. Allez, vas-y. Tu vois ces portes là-bas? Au moment de passer, elles vont s'ouvrir. Et comment vous les ouvrez? C'est un officier américain qui va l'ouvrir. Un agent de la Border Patrol? Exactement. Les trafiquants se pensent à l'abri de la police municipale qu'ils ont en partie corrompue, mais un autre service
la police d'État serait, elle, sur leurs talons, en particulier ce soir. Quoi? Comment ça? Mais ils sont de quel côté? Putain de sa mère. Il se passe quelque chose, bordel. Putain. Mais elle est de quel côté, cette opération? Quel service? L'agence d'investigation? Les mecs, en voiture. Allez, allez, barrez-vous. Venez, nous on passe par en bas. Venez. Mais nous, on doit vous suivre, là? Mais oui, venez avec moi. Maniez-vous. Pour éviter de se faire prendre ensemble, le groupe se sépare en deux. El Flaco contacte son chef. On part se planquer, patron. Non, non, ils n'ont pas livré la marchandise. Allez, maniez-vous. L'autre partie de l'équipe nous récupère 500 mètres plus loin. Allez, montez, montez. Accrochez-vous. Tout va bien, les gars? Faut qu'on retourne à la planque. Mais qui vous a prévenu de cette opération? C'est les indices que nous avons dans la police. Ils nous informent quand il y a des opérations. Les flics venaient pour nous. Quelqu'un nous a balancé, les gars. Ils sont venus pour nous et ils savaient exactement où on était. Quelqu'un nous a vendus. Le détail et l'horaire du passage de drogue n'étaient connus que par quelques membres de son équipe. Putain de sa mère. Ce soir-là, un dénommé El Zorro aurait annulé sa participation à la dernière minute. El Flaco l'appelle. Il le soupçonne d'être la taupe. Allô? C'est quoi ce bordel, mec? Mais comment ils ont pu savoir? Mon cul, ouais. Quelqu'un nous a balancé. Ils savaient exactement où on était. Si un addict m'avait pas averti, on serait dans une sacrée merde. Putain, tu racontes que des conneries. Hé, mec, appelle les commandos et dis-leur d'aller chercher El Zorro. C'est cet enculé qui nous a balancé. C'est sûr que c'est lui. Mais si, on sait que c'est toi. T'es le seul qui savait. On t'a tout expliqué cet après-midi. T'as pas intérêt à bouger de chez toi. On va venir te chercher et si tu bouges, je te jure, on va buter toute ta putain de famille. C'était qui au téléphone, là? C'était El Zorro, c'est lui qui nous a balancé. On a fini par s'en rendre compte, on a fait notre enquête. Nos indices nous ont aussi confirmé que c'était lui la balance. Mais vous en êtes sûr? On va le choper et on va le faire disparaître. On sait qu'il bosse avec le cartel de Sinaloa. Allez, on se barre, les gars. Le cartel de Sinaloa, c'est le grand rival du cartel de Juarez. Depuis 2 ans, il tente de prendre le contrôle de la ville et de ses points de passage vers les États-Unis. Pour y parvenir, les mafieux du Sinaloa auraient même acheté la complicité de la police d'État. Dès le lendemain, El Flaco mène la vendetta contre la police et le cartel de Sinaloa. Le cartel de Sinaloa a placé des hommes à la tête du commandement de la police d'État. Donc nous, en représailles, on a enlevé des officiers de la police d'État.
Ce sont des hauts gradés qui détiennent beaucoup d'informations. Donc on les a enlevés pour les interroger et leur faire cracher ce qu'ils savent. Oui, monsieur. Apparemment, le policier qu'il séquestre ne veut pas parler. Considérez que c'est déjà fait, monsieur. Vous aurez l'information ce soir. El Flaco répercute les ordres de son chef, sans état d'âme. Allô, Juanito? Bon, on a reçu l'ordre d'enlever son épouse pour que le flic se mette à parler. Tu prends les 2 flingues et tu pars m'enlever sa femme. On a eu l'information qu'elle allait à la salle de sport. Appelle les indiques pour qu'ils surveillent et dès qu'elle arrive, tu me l'enlèves. Tu me l'emmènes à la planque avec son mari. Quand il va voir sa femme, je te garantis qu'il va cracher le morceau. J'ai besoin de savoir où sont leurs planques. Je veux savoir qui sont les officiers qui protègent le cartel du Sinaloa. Je veux savoir qui ils sont. Je veux leur nom, leur domicile et leur adresse. Je veux tout savoir et même ce qu'ils bouffent, ces connards. Débrouille-toi pour m'obtenir ces informations. C'est un ordre qui vient directement du patron. Mais l'épouse, elle n'a rien à voir dans cette histoire. Oui, exactement. Elle est innocente. Mais pourquoi s'en prendre à des innocents? On doit l'enlever, ce sont nos ordres. Même si on se salit les mains, il faut bien qu'on utilise les atouts qu'on a. On va enlever son épouse, et s'il ne veut pas parler, on va couper les doigts de sa femme les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il parle. À cet instant, nous sommes extrêmement mal à l'aise et démunis face à une situation que les narcos contrôlent totalement. Et je peux pas t'en dire plus. Parce que sinon, mes patrons, ils vont pas te laisser la vie sauve. Si jamais tu en sais trop, tu vois ce que je veux dire. La menace est à prendre au sérieux. L'an dernier, 9 journalistes ont été exécutés par les cartels mexicains. Quant aux policiers, ils sont 24 à avoir été assassinés en 2018, rien qu'à Ciudad Juárez. Les commissariats de la ville sont régulièrement mitraillés et dans les rues, le sang de la vendetta coule quotidiennement. 3 à 10 meurtres par jour pendant notre tournage. Ce jour-là, à 9 h du matin, un jeune de 17 ans est tué d'une balle en pleine tête à 100 mètres de chez lui. À 18 h, un homme de 35 ans est tué devant sa porte de 3 balles. 21 h, un autre est exécuté dans la boutique d'une station-service. Dans plus de 9 cas sur 10, ces crimes restent impunis. La justice ici, elle n'existe pas. Les flics, ils ramassent les douilles, puis c'est tout. Il n'y a jamais d'enquête. Ils classent l'affaire et puis ils oublient. Cette nuit-là se termine par un massacre à l'arme automatique dans une salle de billard du centre-ville. Les 5 victimes seraient des hommes du cartel de Sinaloa, abattus par El Flaco en personne et son fils de 17 ans, déjà tueur à gages pour le cartel. El Flaco aurait localisé ses ennemis grâce aux informations extorquées à l'otage policier et sa femme. Exterminé dans un billard. Ça, c'est nous qui l'avons fait. On a eu l'info que 5 membres du cartel de Sinaloa y étaient. Nos chefs nous ont donné l'ordre d'aller les flinguer. C'est mon fils et 3 de ses potes qui sont entrés d'un côté et moi de l'autre.
Et on les a butés, tous les 5. Pour nous journalistes, impossible de dénoncer ces crimes dans l'immédiat, sans risquer nos propres vies. Dans cette ville, où les autorités sont elles-mêmes infiltrées. Quoi qu'il en dise, le procureur de Juarez et chef de la police d'État n'est peut-être pas impartial dans la guerre des cartels. Avant, il y avait effectivement un pacte de non-agression entre les organisations criminelles et le gouvernement. Donc ils n'agressaient pas les policiers et en contrepartie, ils n'étaient pas poursuivis dans leurs activités criminelles. Mais depuis 2 ans que je suis arrivé aux responsabilités, il n'y a plus aucun compromis ni accord avec le crime organisé. Mais il semblerait que votre administration soit dans une guerre ouverte avec le cartel de Juarez, précisément. Ce cartel en particulier a une réaction très vive aux enquêtes et aux opérations de la police. Ils ont attaqué les forces de l'ordre. C'est donc contre ce cartel que nous concentrons nos efforts. Les autres organisations, elles, n'ont pas réagi de la même façon. Et donc aujourd'hui, il n'y a aucun accord entre la police d'État et le cartel de Sinaloa. Il n'y a aucun accord. Nous les attaquons de la même manière. L'offensive du cartel de Sinaloa à Ciudad Juarez, c'est le dernier coup de force d'une organisation tentaculaire qui ne cesse d'étendre son influence. Sur plus de 1200 km, soit la moitié de la frontière, toutes les villes adossées au mur sont tombées sous son contrôle, comme Nogales, 20 000 habitants. La mafia du Sinaloa est organisée comme une multinationale, avec des centaines de cellules indépendantes, comme celle de Sergio, 20 ans de trafic sous la cagoule. Chaque cellule a une spécialité dans ce cartel. Nous, on ne trafique aucune autre drogue que la marijuana. On peut faire passer 100 kilos d'un coup, parfois plus. Ça dépend de la commande qui nous est passée par nos contacts aux États-Unis. On expédie à la demande. Sergio commande une cellule de 15 hommes. Il assure 2 à 3 passages par semaine. Ce jour-là, il doit acheminer une 50aine de kilos d'herbe. Vous êtes prêts, les gars? Prêt, chef. On va y aller. Ouvrez un sac pour leur montrer la marchandise. Valeur de la cargaison, $50 000. Regardez. C'est de la super qualité. De la pure weed pour les Amerlocs. Ici, elle vaut $500 le kilo. Et de l'autre côté de la frontière, elle passe à $1,200. Même si 9 États américains en ont autorisé l'usage récréatif, la marijuana légale reste beaucoup plus chère que l'herbe de contrebande mexicaine. Bon, allez, en route. Mais qu'est-ce que tu fous, toi? Tu devrais déjà être prêt. Regarde comme tu galères, là. Il faut que tu sois plus vif, mon gars. C'est la première fois que vous faites ça? Oui, c'est ma première fois. Pourquoi vous le faites? Pour l'argent. Pour essayer de m'en sortir. Mais arrête de trembler, mon gars. Tremble pas, il va rien t'arriver. Chacune des 3 mules est payée $1 000 à $1 500 par passage, selon son expérience. Un gamin de 15 ans porte l'euro, car pour atteindre la frontière, ils vont devoir marcher pendant 6 heures. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on fasse gaffe, là.
On va attendre un petit peu. Les trafiquants contactent leurs guetteurs postés sur le chemin. Ils surveillent les mouvements de l'armée mexicaine que le cartel a plus de mal à corrompre que la police. Comment c'est sur le terrain devant? Tout va bien? Ok, compris. Les militaires seraient à quelques centaines de mètres. Quatre heures plus tard, nous arrivons en vue de la frontière américaine. Je surveille la frontière pour voir s'il y a des flics. Une fois là-bas, on va escalader le mur. Et de l'autre côté, quelqu'un va venir récupérer la cam au point de rendez-vous. Nous ne sommes pas autorisés à approcher plus près. Le cartel souhaite garder le lieu de livraison secret. L'an dernier, 217 tonnes de drogue ont été saisies à la frontière. Une petite partie des quantités astronomiques qui passeraient sous les radars. Tant que l'argent des cartels pourra corrompre policiers et douaniers des deux pays, difficile d'imaginer que le nouveau mur anti-drogue et anti-migrants voulu par Donald Trump puisse véritablement mettre un terme au narcotrafic.